Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Lynx FM 91.00. Nous sommes mardi 14 avril 2015. Bienvenue dans Œil de Lynx, une émission qui décrypte l'actualité pour vous du lundi au vendredi de 10h à 11h30 minutes au menu. Nous nous intéressons à cette marche contre l'insécurité que l'opposition dite républicaine a organisée. Ce lundi, au moins 2 personnes auraient été tuées par balle et plusieurs autres blessées lors des affrontements entre forces de maintien d'ordre et manifestants. Malgré ces morts et blessés, l'opposition appelle ses militants à poursuivre les manifestations ce mardi. Pour parler du bilan de cette journée, nous recevons dans ce studio de Lynx FM M. Aboubakar Silla. Il est le porte-parole de l'opposition républicaine. Bonjour, M. Silla. Bonjour. Merci à vous d'être dans Œil de Lynx. Nous aurons au téléphone Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Baouri, vice-président du parti FDG, interviendra en direct de Paris. Également, nous aurons commissaire Boubacar Kassé, porte-parole de la police, et commandant Mamadou Alpha Bari, porte-parole de la gendarmerie nationale. Ils seront en ligne. À la technique, vous avez Sadou Kamara, réalisation Tcherno Alpha Ibrahima Baldé, à l'animation Aboubakar et Azokaba. Merci et bienvenue. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Vous pouvez envoyer vos questions, je le précise, uniquement à Boubacar Silla par SMS au 669 911 911 et sur www.facebook.com/Œil de Lynx FM. Déjà, vous êtes très nombreux à réagir sur Facebook. Boubacar Silla, on va commencer avec vous. Comment avez-vous vécu cette journée du 13 avril et quel est le bilan selon l'opposition? Écoutez, le bilan en termes de réussite de la manifestation, en termes d'affluence, en termes de mobilisation, c'est un bilan qui est éminemment positif. Les populations de Conakry ont massivement répondu au mot d'ordre de manifestation de l'opposition. Je crois que ça faisait très longtemps qu'une manifestation n'avait connu un tel succès du point de vue, en tout cas, de la mobilisation. Il faut dire que, malheureusement, il faut faire un autre bilan. Un bilan plus macabre de celui-là, mais c'est le bilan des victimes de la manifestation. En dépit de nos appels à la retenue, l'ancien force de l'ordre, auquel nous avons rappelé que d'après notre constitution, nul n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal. En dépit de toutes nos mises en demeure et de tous nos appels, malheureusement, la violence de la part des forces de l'ordre s'est de nouveau invitée dans nos manifestations. Il y a des gens qui veulent que la Guinée soit un pays, comme sur une autre planète, que ce soit un pays marginal, c'est-à-dire un pays où il n'y a pas de manifestation sur les places et sur les voies publiques, un pays où toutes les manifestations sont vouées à la violence et à produire des victimes du côté des manifestants. Malheureusement, le bilan de ce côté encore, cette fois-ci, il est très lourd. Il y a eu au moins 30 blessés. Et parmi ces 30 blessés, vous avez 10 qui ont dû subir des points de suture tellement les soins qui leur ont été appliqués étaient importants vu la gravité des blessures, mais vous avez surtout 10 blessés par balle, dont 2 morts. Ça, c'est extrêmement grave. Ah, il y a un mort, Souleymane Ba, il y a un autre, il y a un deuxième. Hier, au centre mère et enfant, nous savons qu'il y a Souleymane Ba, un jeune qui est décédé, qui a succombé à ses blessures. L'information officielle que nous avons pour le moment, c'est un mort, c'est vrai, c'est M. Ba Souleymane, du Hamdallah, un jeune de 30 ans, qui a été fauché donc hier et qui est mort le soir après qu'on ait diffusé notre déclaration faisant le bilan de la journée. Et donc c'est pour ça que dans notre déclaration, ce mort ne figure pas. Mais nous avons des informations que nous sommes en train de vérifier relativement à un deuxième mort. Et probablement dans la journée, nous pourrons confirmer cette information ou au contraire peut-être l'infirmer. Ceci dit, ce bilan est extrêmement lourd. Même si c'est des blessés simplement, même s'il n'y a pas de mort, ce n'est pas normal que des personnes payent de leur vie, payent de leur santé, leur participation à une manifestation qui est reconnue par notre Constitution. Donc si je dois présenter un bilan, c'est ce bilan mitigé. D'un côté, nous avons une satisfaction totale. La ville a été complètement paralysée. Et les Guinéens se sont massivement abstenus de faire certaines activités. Et même si les marches que nous avons souhaitées vers le commun n'ont pas pu être accomplies jusqu'à terme, parce que les forces de l'ordre s'y sont violemment opposées, mais il faut dire que l'objectif, qui était d'attirer l'attention sur la situation particulière de la Guinée en cette période, cet objectif a été atteint. Et d'autre part, malheureusement, encore une fois, les forces de l'ordre se sont invitées dans le débat et nous l'avons toujours dit, chaque fois
qu'on nous a laissé faire nos marches pacifiques, chaque fois qu'on nous a laissé tenir nos meetings, sans que les forces de l'ordre s'en mêlent, sans qu'on cherche à disperser les manifestants ou à empêcher les regroupements, les choses se sont déroulées sans le moindre heure, en toute sérénité. Nous avons fait de longues marches ici, depuis Bessia, jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. D'autres jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre, sans qu'il y ait le moindre blessé, lorsque les forces de l'ordre ne se sont pas invités dans nos manifestations. Mais sans aucune autorisation, encore moins une lettre d'information, que cherchiez-vous en affrontant le pouvoir sur plusieurs fronts à Conakry? Il ne s'agit pas d'affrontement. Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas d'autre choix que de jurer de certaines dispositions constitutionnelles pour nous faire entendre, pour chercher à infléchir les positions du gouvernement qui ne veut pas que les questions guinéennes soient débattues entre Guinéens autour d'une table de négociation. C'est lorsque nous avons épuisé tous les autres cours. Je l'ai souvent dit à votre micro ici. La marche pacifique, les manifestations de rue ne constituent pas des activités entrant dans la vocation normale d'un parti politique. Oui. On le fait lorsqu'on est contraint et forcé, lorsque toutes les autres voies sont obstruées, lorsque tous les autres cours n'ont pas abouti, lorsque notre lobby, notre communication, lorsque, parfois même, je dirais, notre boycott de l'Assemblée nationale, lorsque tout ceci ne donne pas fruit, nous n'avons pas d'autre choix que de marcher, car il n'est pas question pour l'opposition guinéenne de croiser les bras et de laisser s'installer en Guinée, insidieusement et tranquillement, une dictature qui ne dit pas son nom et qui va être d'autant plus difficile à combattre. Elle est revêtue des oripeaux de la démocratie. Ça va être une démocratie en trompe-l'œil, une démocratie de façade, de manière à ce qu'il y ait des institutions en place, mais qui sont toutes inféodées au pouvoir exécutif. Autrement dit, on aura une dictature qui va se pérenniser en Guinée, et c'est pour cette raison que nous combattons. Nous combattons pour qu'il y ait des élections transparentes, pour que les Guinéens choisissent librement leurs dirigeants, pour que, en quelque sorte, les suffrages qu'ils vont exprimer ne soient pas détournés ou occultés, mais qu'ils aillent directement au crédit de ceux pour lesquels ils ont voté. Donc c'est tout ce combat que nous menons, c'est pour cela. On veut que la gouvernance de ce pays s'améliore. On veut qu'il y ait moins de corruption. On veut qu'il y ait moins de détournement de deniers publics. On veut que les revenus du pays soient plus équitablement répartis entre les Guinéens. Nous nous battons aussi pour que les Guinéens soient plus unis, pour qu'il y ait plus de solidarité, que notre pays soit moins divisé. C'est tout ce combat que nous menons et pour lequel nous sommes obligés de payer parfois de notre vie, parce que vous êtes au courant de ce qui m'est arrivé, et nous sommes obligés de nous lever parce que nous focalisons en quelque sorte l'idéal d'une majorité de la population guinéenne et nous devons être à la hauteur de la confiance que les Guinéens placent en nous. Oui. En attendant, hein, mais ce qu'on constate hier, si l'arsenal qu'on a déployé devant les mairies, lorsqu'on voit ça, on peut se dire que votre intention de vouloir déloger, comme vous le dites, les délégations spéciales ne pourra jamais arriver parce que on a vu hier comment les mairies étaient vraiment sécurisées. Bon, comme certains ont pensé que on devait demander des autorisations ou écrire des lettres d'information aux délégations spéciales qui font aujourd'hui office de maire dans notre pays, comme on l'a fait dans le passé. Mais nous avons dit que nous avons pris une décision ferme cette fois-ci. C'est celle de ne plus reconnaître des autorités qui n'ont aucune légitimité et aucune légalité. À partir de leur installation, les délégations spéciales ont perdu toute légitimité et toute illégalité. Parce que normalement, vous le savez, d'après le code des collectivités locales, pour dissoudre un conseil communal, il faut qu'au moins le tiers de ses membres ait été poursuivi et condamné par un tribunal. Les délégations spéciales ont été installées sans que les conseils communaux qui les ont précédés n'aient connu cette situation que j'évoquais tantôt. Donc déjà, les délégations spéciales en tant que telles, dès leur installation, elles étaient déjà illégales et illégitimes. Ensuite, deuxièmement, leur durée de vie maximale est de 6 mois. Nous sommes aujourd'hui à 3 ans, 4 ans pour certains. Donc, nous n'avons aucune raison de reconnaître des autorités qui n'ont aucune légitimité, encore une fois, qui n'ont aucune légalité, qui ne parlent qu'en leur nom, qui sont sous le diktat du pouvoir exécutif et qui, de toute façon, ne représentent pas les populations au nom desquelles elles agissent et elles parlent. Mais pour l'instant, c'est eux qui délivrent. C'est pour cette raison que nous avons, oui, c'est eux qui délivrent les cartes d'identité, c'est eux qui délivrent les extraits d'actes de naissance, les certificats de mariage, et les citoyens ont besoin de ça. Donc, quand on va à la mairie, on se dit que peut-être même... Il y a une administration civile. Il y a une administration civile et que les citoyens ne vous écoutent même pas parce qu'ils vont chercher les documents. C'est un autre débat. On espère que nous n'en arriverons pas à installer nous-mêmes nos autorités parallèles,
qui auront plus de légitimité que les autorités actuelles au niveau des collectivités locales. Nous espérons que nous n'arriverons pas là. Nous espérons que d'ici là... Mais comment vous allez le faire? Vous avez été incapable d'accéder même à côté des cours. Non, ils ont tenté. De ces communes. Ils ont tenté hier, mais il y avait un arsenal. Pour le moment, ne préjugez pas de l'avenir. Attendez de voir. Nous espérons que ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le signal fort qui a été envoyé aux autorités, sera perçu. Nous espérons que les autorités réagiront de la façon la plus intelligente. Donc nous attendons. Le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, si vous installez des mairies parallèles, hein, vous avez dit que ce sont les députés uninominaux qui seront vos représentants, mais qui va valider ces documents? Quel est le sceau qui va faire en sorte que vos documents là soient acceptés, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire un passeport, qu'il vienne avec un document délivré par les communaux, installé par l'opposition? Comment ça va se passer sur le plan pratique? C'est pas possible. Écoutez, on verra bien. On a vu des pays où il y a eu des gouvernements parallèles. On verra bien des autorités locales parallèles qui ont plus de légitimité que les autorités actuelles. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose de faisable. Mais encore une fois, nous espérons que les manifestations que nous faisons aujourd'hui, qui mettent dans la rue des centaines de milliers de Guinéens, pour ne pas dire dans l'avenir des millions de Guinéens lorsque nous allons étendre ces manifestations à l'intérieur du pays, tout ceci, nous espérons, va interpeller les autorités de ce pays qui vont s'accorder avec l'opposition de la façon de gérer ce pays pour éviter que nous n'en arrivions à des extrémités que nous-mêmes nous ne souhaitons pas. Que nous ne souhaitons pas en tant qu'opposition responsable républicaine. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Aboubakar, c'est la porte-parole de l'opposition présent. Nous avons Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel en ligne. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien. Alors vous avez suivi cette manifestation des opposants de ce lundi. Quels sont vos commentaires? Bon, écoutez, moi je suis à Damaro. Mon bonjour à mon ami papa Silla, qu'il soit rassuré que Damaro ne veut pas du clan. Et je ne lui souhaite pas du tout que quelque chose lui arrive et je n'en serai pas l'instigateur. Ceci dit, je ne peux pas vous donner un bilan parce que je ne suis pas sur le terrain. Donc, mais ce que je peux dire, la question que je me pose ce matin, est-ce que la Guinée est plus en sécurité aujourd'hui qu'elle ne l'était hier? Si l'objectif était de manifester hier contre l'insécurité, une opposition républicaine comme elle se réclame aurait dû faire des propositions, faire un mémorandum, adresser au gouvernement en prenant le peuple des Guinéens, comme ils aiment le dire, l'opinion nationale, internationale en témoin, pour dire il faut des crédits pour tel secteur, il faut des changements de lignes pour tel autre, il faut peut-être recruter beaucoup plus de gendarmes, il faut recruter beaucoup plus de policiers, il faut peut-être créer des brigades pour assurer, des brigades mobiles pour assurer la circulation entre les préfectures, les localités. Ça, j'aurais compris, je me serais associé à l'opposition pour qu'ensemble, la Guinée soit plus sécurisée et que ça intéresse tout le monde. Mais non, on en fait au contraire un fonds de commerce que je dénonce. On met les enfants dans la rue, j'attendais des centaines de milliers dans la rue, peut-être demain des millions, dans un contexte de négation de l'autorité, en empêchant même les forces de l'ordre de pouvoir encadrer la marche, comme la loi le demande. Bon, la question que je me pose franchement, est-ce qu'on est en train de sécuriser la Guinée ou on est en train de créer des conditions d'insécurité en Guinée? Si l'objectif est de créer le chaos, nous en prenons acte, mais si c'est pour le problème de sécurité, nous en prenons acte aussi. Quels que soient les problèmes qui se posent à la Guinée, les Guinéens doivent pouvoir se retrouver. Et j'ai mal au cœur quand on dit qu'ils avons eu 2 dialogues. Ces dialogues-là n'ont abouti à rien. Pour la paix en Guinée, pour le développement de la Guinée, pour l'instauration de la démocratie en Guinée, vous croyez que 2 dialogues sont suffisants? Qu'il en faut 100, ayons 100 dialogues pour que nous arrivions à quelque chose. Monsieur Camara, c'est ce que je peux faire ce matin comme commentaire. Monsieur Camara, monsieur, vous l'avez dit, monsieur Aboubakar Silla est dans ce studio. Je ne sais pas si monsieur Silla a quelque chose à dire. Vous pourrez engager un dialogue avec Damaro, peut-être avec la permission d'Azoka, peut-être pour 1 minute, pour voir un peu si vous avez entendu ce qu'il a dit. Quelle est votre réaction? Non, je n'ai pas l'intention d'engager la même polémique avec monsieur Camara. Je voudrais tout simplement dire que, encore une fois,
les opposants n'ont pas vocation à battre le pavé, à descendre dans la rue, à s'exposer aux intempéries, à s'exposer à la violence des forces de l'ordre. Nous ne le faisons que contraint et forcé. Lorsque toutes les autres voies pour aboutir au respect de la Constitution et des lois violées par les autorités politiques de ce pays, lorsque toutes les voies sont complètement fermées, lorsque le lobbying que nous faisons, la communication que nous faisons, le boycott même de l'Assemblée qui commence à être récurrent de notre part, lorsque tous ces moyens n'ont pas abouti, nous sommes obligés, comme nous autorise notre Constitution, de marcher et de faire marcher les Guinéens. Ça fait partie des moyens que la démocratie a mis à la portée des citoyens pour exprimer leur refus de certaines décisions prises par l'exécutif. C'est normal, c'est valable pour les partis politiques, c'est valable pour la société civile. La Guinée ne peut pas être le seul pays au monde où il n'y a pas de manifestation sur les places et sur les voies publiques. La Guinée n'est pas sur une autre planète, la Guinée est dans le concert des nations, et lorsque les citoyens ne sont pas contents des décisions prises par ceux qui les commandent, c'est normal qu'ils sortent dans la rue et qu'ils le manifestent par les voies les plus pacifiques. Ce qui est anormal, c'est quand les forces de l'ordre utilisent des armes de guerre pour faire du maintien d'ordre, utilisent des fusils et des revolvers pour tirer sur les manifestants. Rien ne peut autoriser ces déviances des forces de l'ordre qui sont là plus pour sécuriser les citoyens et les manifestants que pour les réprimer. Alors, Monsieur Damaro, on vous avait reçu dans ce studio et vous aviez promis qu'on ne tirera plus sur des manifestants à Conakry. Pourtant, hier, il y a eu des morts et des blessés par balle. Oui, mais est-ce que vous avez, vous, la confirmation que c'est la police ou c'est la gendarmerie qui a tiré sur les manifestants? Ça montre que vous n'êtes pas... La rhétorique. Attention, attendez, je vais terminer. Ici, il s'agit des armes de guerre, mais ça circule en Guinée. C'est tout le monde qui en a. Chaque fois qu'on a appréhendé un bandit, il est avec des armes de guerre. Mais on n'a vu aucun gendarme. Vous avez quand même les vidéos. On n'a vu aucun gendarme avec des armes avec lesquelles il a tiré. Toute la manifestation pouvait être sur vidéo. Monsieur Damaro, vous pouvez fournir une vidéo dans laquelle vous verrez des gendarmes qui ont tiré sur un manifestant. Pendant ce temps, les manifestants ou les marcheurs qu'on aurait l'ordre avec le sobriquet pacifique, on a vu dans les vidéos des marcheurs pacifiques avec des coupes-coupes, avec des morceaux de madrier, avec des bâtons, avec des lance-pierres. Mais ça se voit là, ça se voit dans les vidéos. Tout le monde a les moyens aujourd'hui d'enregistrer ce genre de choses. Et les autorités, l'ordre était formel de ne pas utiliser, de ne même pas utiliser ces armes. Ensuite, on ne peut pas demander aux forces de l'ordre, quand on refuse de décliner l'itinéraire, quand on refuse de s'adresser à eux pour protéger ou pour sécuriser la marche, on ne peut pas les en vouloir. Et heureusement, les heures qui sont intervenues malgré la négation de leur autorité par l'opposition, si on laissait les manifestants et les contre-manifestants dans le quartier, ce serait encore plus catastrophique. C'est parce qu'on a déployé, malgré que les autorités n'ont pas été contactées, n'ont pas été sollicitées, on n'a pas décliné d'itinéraire à ces autorités, impliquées. Elles se sont impliquées quand même, c'est ce qui a limité les dégâts. Alors, l'objectif, c'était le chaos. Monsieur Damaro, et Aboubacar, encore une fois, j'invite l'opposition. Si l'objectif c'est la démocratie, j'invite l'opposition à venir autour de la table. Alors, laissez M. Aboubacar... dans la rue. Monsieur... Et je veux dire aussi à mon ami Boubacar... il veut dire deux mots. Laisse-le, Aboubacar, il va finir. C'est la première fois que des députés investis par une bonne frange de la population boudent l'Assemblée. On peut bouder une séance, on peut faire du bruit, on peut arracher les chaises pour se cogner, mais on ne refuse pas le débat à l'Assemblée. Il s'agit des problèmes d'insécurité. Y a-t-il eu une seule proposition, même un seul projet de résolution de l'opposition proposé à l'Assemblée contre l'insécurité? Il n'y en a pas eu. Donc, il ne peut pas dire qu'à l'Assemblée, on boude. Donc, ils ont préféré bouder pour éviter justement ce débat là-bas. Mais merci à vous. Ce qui les a empêchés, s'ils sont autant soucieux de l'insécurité en Guinée, de proposer des projets de loi, des projets de résolution à l'Assemblée nationale. Eh bien, merci, on va...
Oui, ok, monsieur Silla, peut-être vous avez quelque chose à dire à propos de ce que monsieur... Oui, évidemment, quand on dit que l'opposition à l'Assemblée n'a pas ouvert de débat sur l'insécurité, c'est une contre-vérité notoire. Le ministre de la Sécurité est passé en plénière de l'Assemblée nationale pour soutenir son budget. Et à cette occasion, des questions pertinentes et des remarques utiles et des propositions constructives lui ont été faites pour amener à améliorer la situation de la sécurité en Guinée. Et une des questions essentielles qui a été évoquée par les députés de l'opposition, dont moi-même qui suis personnellement intervenu sur cette question, c'est la faiblesse des ressources qui sont allouées au secteur de la sécurité et de la justice pour lutter contre l'insécurité. Nous avons dit que le budget de l'État, comme on le dit, c'est l'expression chiffrée de sa politique. Nous avons dit que le gouvernement ne met pas au rang de ses premières priorités la question de l'insécurité. Sinon, les dotations budgétaires de ces deux secteurs, la sécurité et la justice, auraient été donc conséquentes. Nous avons regretté que même l'année dernière, le budget de la sécurité a été réduit, que le budget de la justice, ajouté à celui de la sécurité, ajouté à celui du secteur rural, ajouté à celui de la santé, ne font pas le budget alloué au secteur de la défense. Et encore, je fais comprendre qu'on ne voit pas se traduire dans les faits l'importance d'un budget qui se chiffre à plus de 10% des allocations de l'État en ce qui concerne le secteur de la défense. On est à 1700 milliards de francs guinéens consacrés à la défense, sans compter les 5000 milliards qui ont été votés dans la loi de programmation militaire, ce qui fait une moyenne de 1000 milliards par an, qui s'ajoute au budget de fonctionnement d'1,7 milliard pour faire 2700 milliards par an au secteur de la défense. Autrement dit, 400 millions de dollars chaque année que l'État met à la disposition d'un secteur dont personne ne voit l'évolution. Je ne parle pas des réformes qui sont faites, les militaires qui sont dans les casernes, qui se promènent moins, c'est vrai, avec des armes à feu dans les rues de Conakry, mais on ne voit pas les casernes rénovées, on ne voit pas le traitement des soldats amélioré, on ne voit pas des centres de formation. Bref, de toute façon, on voit le camp Alpha ici. Même les bâtiments dans lesquels le capitaine Dadis et le CNDD faisaient leurs audiences et tout sont aujourd'hui complètement en ruine. On ne voit pas où part tout cet argent. On a dit qu'au lieu d'allouer autant de budget au secteur de la défense, nous ne sommes pas dans un pays en guerre. C'est un montant qui disparaît parce qu'il n'est jamais contrôlé. Aucun audit n'est jamais programmé sur ce secteur-là. C'est une sorte de vache laitière où les autorités de ce pays se servent, alors que nous voulons, s'il y a un budget de la défense, qu'il aille effectivement aux militaires et aux casernes, au lieu d'être détourné par des voies que tous les Guinéens connaissent. Nous avons donc dit qu'il fallait allouer au secteur de la sécurité plus de moyens qu'il n'en est aujourd'hui pour améliorer la situation de la sécurité des Guinéens. Pour ce qui concerne notre boycott de l'Assemblée nationale, pourquoi nous avons décidé de quitter l'Assemblée nationale? Chaque fois que nous faisons des propositions à l'Assemblée nationale, que ce soit des propositions de session extraordinaire ou que ce soit des inscriptions de questions à débattre au niveau de l'Assemblée nationale, mais la mouvance présidentielle qui dispose d'une courte majorité à l'Assemblée nationale, d'ailleurs acquise seulement en phagocytant quelques partis politiques, s'y oppose farouchement. Nous avons proposé une session extraordinaire au mois d'août dernier. Cette session extraordinaire devait se pencher essentiellement sur le code électoral, sur la loi sur la CENI et aussi sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ceci nous fut refusé. Nous avons profité de la session budgétaire qui s'est terminée en décembre pour aussi y aller déposer au bureau du président de l'Assemblée nationale une proposition de loi sur la CENI et sur le code électoral. Nous avons dit que la session budgétaire pouvait, puisqu'elle a été écoutée, être consacrée à, entre autres questions, l'examen de ces projets de loi. On nous a dit qu'il n'en est pas question, c'est une session budgétaire. On n'examine pas de loi. Mais plus tard, le gouvernement y a déposé des projets de loi, comme le code pétrolier et d'autres textes, qui ont été effectivement examinés et adoptés par l'Assemblée nationale. Donc il y a un refus au niveau de l'Assemblée nationale de tenir compte des préoccupations de l'opposition. Et nous avons donc décidé de boycotter notre participation dans une institution où on est en train d'être de simples faire-valoir au lieu d'être des acteurs efficaces à la législation, l'avancée de la législation. Merci à vous, M. Silla. Il y a eu la question concernant le dialogue. On reviendra là-dessus en deuxième position. Parce qu'ils disent, ce n'est pas parce que le dialogue a échoué une, deux ou trois fois que les pourparlers vont cesser. C'est un double langage. Le gouvernement, sur tous les toits, est en train d'affirmer sa volonté de dialogue. Ce n'est pas vrai. Depuis 5 mois, nous discutons d'un projet d'ordre du jour qu'on ne parvient pas à entériner jusqu'à présent au niveau de la mouvance présidentielle. Depuis 5 mois, nous échangeons des courriers. J'ai rencontré au moins 3 ou 4 fois le ministre de la Justice. Nous avons échangé au moins une dizaine de courriers autour de la préparation de ce dialogue-là. Mais la mouvance présidentielle prend son temps. Et on en est actuellement au niveau où le ministre de la Justice nous a informé
qu'il a demandé à la mouvance présidentielle de se prononcer par lettre, mais jusqu'à aujourd'hui, ce courrier n'est pas arrivé au ministre de la Justice, qui a finalement pris tout seul la décision de convoquer quand même toutes les parties dans une réunion exploratoire pour que nous discutions du menu et du cadre de dialogue, pour qu'on puisse enfin ouvrir la concertation que nous réclamons à accord et à cri. Faisons un bref historique de dialogue politique à Guinée. Vous allez voir la mauvaise volonté de ce Mais il y a des pays... On a fait un premier dialogue en décembre 2011, qui s'est terminé en janvier 2012. Ce dialogue s'est terminé par un rapport qui consignait les points d'accord et les points de divergence. Ce rapport a été solennellement remis par Monseigneur Gomez au président de la République. Aussitôt qu'il l'a reçu, le président de la République l'a pris, il l'a soigneusement rangé dans un tiroir qu'il a fermé à clé et il a jeté les clés à la mer. Il n'en a plus jamais reparlé. Lorsqu'il y a eu 57 morts après nos manifestations pour refus du dialogue, lorsqu'il y a eu plus de 1000 blessés, lorsqu'il y a eu des interpellations, lorsqu'il y a eu 47 milliards de francs guinéens de dégâts matériels importants, et lorsque la communauté internationale, voyant le pays s'acheminer vers une instabilité politique et même une confrontation de grande envergure, a mis la pression sur le gouvernement, c'est seulement après ça qu'on a pu avoir un dialogue qui s'est soldé par l'accord politique interguinéen du 3 juillet 2013. Et ce dialogue a eu lieu. Les dispositions concernant les élections législatives ont été un temps soit peu appliquées. Toutes les autres questions ont été occultées, ont été ignorées ou violées systématiquement par ce gouvernement. Ensuite, nous avons attendu une année. Nous avons dit qu'il faut qu'on passe en revue cet accord et qu'on identifie les dispositions qui n'ont pas encore été exécutées une année après l'accord. Nous avons demandé à ce que on identifie les obstacles parce que nous étions de bonne foi et qu'on essaie de trouver les solutions pour les lever. Nous avons eu un dialogue qui s'est terminé. Nous sommes sortis après le dialogue. Nous nous sommes félicités de la conclusion. Nous avons chacun rendu compte aux médias, la mouvance présidentielle d'un côté, l'opposition de l'autre, le président du cadre de dialogue également. Et finalement, tout le monde a reconnu qu'il y a eu un accord total sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx Aboubacar, ainsi la porte-parole de l'opposition en républicain. Nous avions eu également Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. On observe une courte pause. On se retrouve juste après avec notre invité. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx Aboubacar. Là, il est le porte-parole de l'opposition républicaine. Il y avait eu également l'intervention d'Amadou Damaro Camara du RPG Arc-en-Ciel à venir. Honorable Aboubacar Kassé, porte-parole de la police et commandant Mamadou Alpha Bari, porte-parole de la gendarmerie nationale. Aboubacar avec Aboubacar. Oui, vous étiez en train de faire l'historique de ce dialogue, mais on sait bien qu'il y a des pays où il y a eu beaucoup de dialogue, beaucoup de fois, et les gens se sont retrouvés pour discuter, pour parvenir à un consensus. Oui, c'est vrai que le dialogue ne se clôt jamais. Le dialogue doit être un dialogue permanemment ouvert, c'est tout à fait normal. Mais ce dialogue doit contribuer progressivement à établir la confiance entre les protagonistes. Mais si le dialogue contribue au contraire à élargir le fossé et à augmenter le déficit de confiance, ça veut dire quelque part qu'il y a un des locuteurs qui n'est pas de bonne foi. Je disais que nous avons eu un premier dialogue qui s'est achevé en janvier 2012, avec des conclusions qui ont été oubliées et rangées complètement au niveau de la présidence. Le second dialogue s'est terminé par l'accord du 3 juillet 2013. Une partie des dispositions a été mise en œuvre, l'autre a été complètement ignorée. Et plus grave, la disposition concernant les élections communales de cet accord du 3 juillet a été complètement remise en cause par les autorités politiques de ce pays. J'ai entendu avec effarement un ministre qui était présent dans la salle, qui présidait d'ailleurs le cadre de dialogue, dire dans les médias qu'il n'en a jamais été caution, on n'a jamais parlé des élections communales lors de ce dialogue politique interguinéen de juillet 2013. Il a été jusqu'à dire que ce sont les facilitateurs qui se sont isolés quelque part, qui ont rédigé cette annexe, et que d'ailleurs c'est pas normal. Ils auraient dû quand même lui en parler puisqu'il était le cadre du dialogue. Alors lui n'était au courant de rien. Alors que c'est une question qui a été débattue au même titre que les autres points inscrits à l'ordre du jour. Et une résolution en est sortie. Et nous avons décidé ensemble de mandater les facilitateurs pour qu'ils aillent préparer cette annexe-là, la signer en nos noms et places et la faire circuler au niveau de tous les participants au dialogue. Troisième round, nous nous retrouvons de nouveau en juillet 2014. Là, nous décidons de passer en revue l'accord du 3 juillet pour identifier les points non exécutés, identifier les obstacles et trouver les solutions pour les lever. Et bien, là aussi, on se met d'accord. Et puis, le président de la République, lorsqu'on lui a rendu compte des conclusions de ce dialogue-là, a piqué une de ses colères.
Et nous avons eu des informations fiables là-dessus. Et puis, il a crié sur ceux qui l'ont fait le compte-rendu. Il a dit qu'il n'en était pas question. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce relevé de conclusion, qui était effectivement le reflet d'un consensus intervenu dans la salle, n'a jamais été signé. Et puis maintenant, on revient encore pour rouvrir de nouveau le dialogue. Nous avons dit que nous sommes d'accord. Nous avons écrit, échangé avec le ministre de la Justice. On a eu des audiences avec lui. Et en fin de compte, on l'a écrit un dernier courrier où nous lui avons listé le liste des points que nous voulons voir inscrits à l'ordre du jour. Il a dit qu'il allait se rabattre sur la mouvance présidentielle et depuis cela fait 5 mois, on ne se remet pas d'accord sur l'ordre du jour. Maintenant, le pouvoir est en train de dire qu'il veut encore du dialogue, alors que dans le même temps, la CENI est en train de dérouler son chronogramme, est en train de nous mettre devant des situations de fait accompli. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'observateurs qui se posent des questions. Vos militants n'ont pas encore fini de pleurer les morts et de penser les plaies des blessés. Vous appelez à une poursuite des manifestations ce mardi. Écoutez, moi je vous pose la question, je vous assure. Si vous avez une solution qui est différente de celle que nous appliquons aujourd'hui en tant qu'opposition, pour empêcher cette dictature de s'installiser, se cristalliser dans notre pays, nous sommes preneurs. Nous avons essayé toutes les voies possibles et imaginables. Nous sommes passés par tous les moyens républicains pacifiques en appliquant strictement les dispositions des accords et de la loi. Nous n'avons pas eu gain de cause. En désespoir de cause, nous ne sortons toujours pas du respect de la loi, puisque ce que nous faisons actuellement, ces marches pacifiques, sont contenues dans notre Constitution. Nous n'avons pas d'autre solution. Le dialogue, comme je vous l'ai dit tantôt, il est un dialogue faire valoir. Le gouvernement a un double langage. D'un côté, il prend le dialogue, de l'autre, il le piétine. Si le dialogue était la voie de sortie de crise adoptée par le gouvernement, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Le gouvernement s'est mis dans un jeu de rôle. On a un gouvernement qui refuse que le dialogue n'ait lieu, mais qui dit sur tous les toits qu'il veut du dialogue. D'autre part, on a une CENI qui profite de ce vide pour foncer ventre à terre, réaliser des activités qui ont une incidence décisive sur la qualité des scrutins à venir et sur la crédibilité de notre processus électoral, sans associer, voire sans même informer l'opposition, alors que la CENI a la beau être indépendante, elle est censée être au service des partis politiques. Mais tout ça, c'est la faute à qui? Pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation de blocage liée à l'inversion de l'ordre des élections? Non seulement c'est le président de la République qui a enjoint à la CENI de reprogrammer l'ordre des élections, en commençant par la présidentielle, puisque depuis le 15 novembre 2013, date à laquelle la Cour suprême a validé les résultats provisoires des élections législatives, en publiant son arrêt confirmant ces résultats, la CENI ne travaille qu'à l'organisation des élections communales. Tout ce qui a été posé comme acte, tous les projets qui ont été initiés et mis en œuvre par la CENI, c'est dans le cadre des élections communales. Merci Aboubacar Silla, vous êtes le porte-parole de l'opposition. Nous avons en direct Monsieur Baouri, bonjour. Bonjour. Aboubacar. Alors, monsieur Ba, hier, lorsqu'on a eu une conversation téléphonique, vous sembliez vraiment saluer le rôle républicain qu'a joué les gendarmes et les policiers dans cette affaire. Mais entre-temps, la situation a changé, n'est-ce pas? Bien entendu, puisque vous savez que lors des manifestations pacifiques dans notre pays, il y a toujours eu l'utilisation des balles réelles contre les enfants notamment. Et hier, le jeune Souleymane Ba a été aussi fauché par les balles des forces de l'ordre. Et de ce point de vue, c'est une répétition de ces assassinats qui ne font que endeuiller des familles entières et notamment des personnes d'origine très modeste et que par la suite on fait comme si de rien n'était. Les forces de l'ordre sont responsables pour assurer toute la sécurité de tous les citoyens guinéens sans discrimination et sans exclusive. Malheureusement, c'est toujours dans certaines communes que des hordes tirent sans sommation pour faire mal, pour tuer, et surtout des enfants. C'est inadmissible, c'est irresponsable, et ceci ne doit plus être accepté parce que ce pays a eu beaucoup de sang versé. Pour que la démocratie soit une réalité, pour que la sécurité soit effective, mais malheureusement, une manifestation pour la sécurité, les forces de l'ordre transforment cela en une manifestation avec des personnes endeuillées, des personnes dans les hôpitaux, et je pense que ceci confirme ce que nous avions dit, que le régime d'Alpha Condé est totalement illégitime.
Eh bien, on a vu cette stratégie adoptée hier par l'opposition en affrontant le pouvoir sur plusieurs fronts. Comment vous avez été impliqué dans la gestion de cette situation hier? Bon, vous savez que comme je suis minute par minute, sinon de manière en live, ce qui se passe sur le terrain, nous sommes impliqués et je suis très heureux et très fier de la manière dont les 5 communes de Conakry ont manifesté dans une dynamique convergente pour montrer que le peuple guinéen et surtout les jeunes sont unis par rapport à l'essentiel, c'est-à-dire une volonté unanime de changer en profondeur cette gouvernance qui ne fait que retarder les Guinéens, qui ne fait qu'endeuiller des familles et qui fait du tort à l'ensemble des Guinéens, quelles que soient leurs origines ethniques ou leur sensibilité politique. La journée d'hier est une journée grandiose qui confirme que le peuple guinéen est un peuple mûr, c'est un peuple uni par rapport à l'essentiel et qui doit se concrétiser par un changement le plus rapidement possible pour l'intérêt de nous tous. Et félicitations aux jeunes, félicitations à tous ceux et à toutes celles qui se sont mobilisés et qui continuent de le faire pour que le processus de changement continue. Mais ouais, la déclaration de Paris, dont vous êtes un des rédacteurs, avait demandé aux forces de défense et de sécurité et à l'armée de rester vraiment républicaine. Mais ce qu'on a vu hier avec des tirs à balles réelles, à l'arme de guerre, etc. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que là, de ce point de vue, vous n'avez pas encore réussi à convaincre les forces de défense et de sécurité et l'armée sur la nécessité de faire partir Alpha Condé? Bien entendu, vous savez, chaque chose en son temps. La journée d'hier est une grande journée de manifestation. Elle a été une journée grandiose, comme je l'ai dit, et elle s'inscrira comme une journée mémorable dans l'histoire pour lutter contre le régime de M. Alpha Condé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'utilisation par certaines forces de l'ordre d'armes à feu contre les militants n'est qu'un aspect qui ne doit pas cacher la forêt. Il y a des centaines de milliers d'éléments des forces de l'ordre qui n'ont pas utilisé les armes contre la population. Et je suis sûr que ces militants, ces responsables, ces soldats, ces policiers, qui sont aussi des hommes qui appartiennent à la société guinéenne, sauront distinguer les bons ordres des ordres qui vont dans le sens de la dislocation de l'unité du pays. Et je pense qu'ils ne manqueront pas de montrer dans quel sens ils vont aller et on compte sur eux également. Et dernière question, beaucoup de gens pensent que c'est le fait de n'avoir pas associé les autorités dans la gestion de cette manifestation qui a fait qu'il y a eu ces violences. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas cherché à faire qu'il y ait la violence dans ce cas à Conakry hier? Merci, j'ai compris votre question. Cela veut dire que les forces du pouvoir sont responsables de l'exploitation et de l'utilisation de la violence, premièrement. Puisqu'on dit c'est parce que l'opposition n'a pas déposé des lettres, et pour cela il y a des scènes de violence. Et si l'opposition avait déposé des lettres, il n'y aurait pas eu de scènes de violence. Donc cela veut dire que l'utilisation de la violence est du côté du pouvoir. Et ça, nous le savons depuis très longtemps, puisque si les personnes, lorsque les personnes manifestent, qui tirent, qui sont blessés, qui sont tués, c'est toujours du côté des éléments, des manifestants de l'opposition. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément, c'est là, est-ce qu'il est acceptable, quelles que soient les circonstances, que des fils du pays soient tués uniquement parce qu'ils revendiquent un droit constitutionnel, c'est-à-dire la liberté de manifester. C'est à ce niveau-là que les réactions de certaines personnes confinent à ériger l'impunité et l'utilisation de la violence comme un droit sacré. Et malheureusement, c'est ce droit sacré d'impunité qui est en train d'être exploité et d'être entretenu depuis très longtemps, qui fait que notre pays
est l'un des pays qui est le dernier au monde aujourd'hui, où la violence est excessive, où le régime et le pouvoir s'en fichent de la loi et le piétinent allègrement. Les citoyens ont le droit de revendiquer leurs droits. Ils sont la source du pouvoir et par conséquent, dans le contexte actuel, M. Alpha Condé ayant perdu toute légitimité, le peuple guinéen a l'obligation de reprendre son droit souverain, c'est-à-dire de demander un changement de gouvernance. Maintenant. Merci à vous, Monsieur Baouri. Je rappelle que vous êtes le vice-président du parti Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG. Aboubakar pour Monsieur Aboubakar. Monsieur Silla, aujourd'hui, Azokal disait, vous avez invité vos militaires à la base à poursuivre les manifestations, mais apparemment, ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui, c'est que votre appel n'a pas été entendu. Bon, je ne peux pas dire qu'elle n'a pas été entendue. Peut-être que la manifestation ou la mobilisation est moins importante qu'elle a été hier. C'est évident que les gens sont un peu fatigués et tout, mais vous allez voir la suite. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons dit que nous allions nous inscrire dans un cycle ininterrompu de manifestations si la CENI corroborait nos doutes qui étaient d'inverser lors des élections et envisager la présidentielle avant les communales. La CENI a répondu positivement aux injonctions de ce pouvoir, mais nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout de nos engagements et c'est ce que nous allons faire. Je parlais tantôt du dialogue. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, nous en sommes au point où depuis 5 mois, nous attendons une réaction par rapport à un projet d'ordre du jour que nous avons proposé et le président du cadre de dialogue. Aujourd'hui, nous avons un courrier qui nous a été envoyé, et enfin je dis aujourd'hui, c'est jour-ci, c'est un courrier qui nous a été envoyé pour nous demander de nous retrouver quand même dans une réunion où nous allons explorer les possibilités d'ouvrir ce dialogue-là à partir d'un cadre de dialogue et d'un menu consensuel. Nous avons réagi et nous avons dit au ministre de la Justice que nous sommes prêts à discuter des conditions de ce dialogue aussitôt que la CENI annulera son chronogramme de la discorde, celui par lequel elle a inversé lors des élections, un certain 10 mars 2015. Deuxièmement, à condition également qu'il y ait un gel total du processus électoral pendant la période de dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune avancée de la CENI en ce qui concerne la mise en œuvre d'un quelconque chronogramme jusqu'à ce qu'une entente soit trouvée au terme de ce dialogue. Si ces conditions se réunissent, c'est-à-dire si les accords précédents sont mis en vigueur, ils ne peuvent être mis en vigueur que s'il y a un gel du processus électoral au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à discuter du cadre de dialogue, c'est-à-dire des protagonistes qui vont être autour de la table, ainsi que des témoins éventuels. Et puis, deuxièmement, nous sommes prêts à discuter du menu du dialogue de l'ordre du jour. Et s'il y a un accord sur ces questions-là, nous sommes prêts à retourner au dialogue. Mais ce dialogue-là pour nous, quel sera son objectif? Son objectif d'abord, ce sera de recomposer la CENI, puisqu'il est établi aujourd'hui que cette CENI n'a pas la capacité d'organiser des élections transparentes. Ensuite, elle-même, elle est devenue illégale du fait de la rupture de la parité en son sein, qui est le fondement de sa crédibilité, de son impartialité et de sa neutralité, tel que prévu par la loi 016, qui crée et qui fixe l'organisation de la CENI. Nous allons également discuter du chronogramme électoral, qui a toujours fait partie de nos préoccupations. Est-ce qu'on ne peut pas organiser avant le 11 octobre des élections communales? Certains commissaires de la CENI l'ont dit à une conférence de presse, que c'était possible, parce que la CENI est techniquement prête. Je l'ai dit aussi dans plusieurs de mes déclarations il y a quelques mois. Le fichier électoral est relativement toiletté, la cartographie des bureaux de vote a été revue, les électeurs ont été rapprochés de leur bureau de vote, ce qui n'était pas le cas lors des élections législatives pour des milliers d'entre eux. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à éditer les listes électorales et imprimer les cartes d'électeurs. Et ça peut se faire dans un bref délai. D'ici 60 jours, d'ici 2 mois, c'est-à-dire au plus tard à la fin mai, puisque le délai de convocation du corps électoral est de 60 jours pour les communales, il est de notre avis possible d'augmenter et d'organiser les élections communales. Admettons que lors du dialogue, on se rende compte que c'est matériellement impossible et qu'il n'est pas possible d'organiser les communales sans mettre en péril la date du 11 octobre. C'est des questions qui peuvent être discutées. S'il y a des raisons objectives de prorogation de la date du 11 octobre pour qu'on arrive à organiser les communales et qu'on arrive à des élections présidentielles crédibles aux résultats acceptés par tous, nous pourrions en discuter. On a vu des pays comme le Nigeria qui ont des textures étatiques plus compliquées que la Guinée, puisque c'est un État fédéral, reporter de 5 semaines les élections présidentielles. Notre constitution dispose également que si, à la date de l'expiration du mandat du président en exercice, un nouveau président n'est pas élu du fait d'un report, par exemple, des élections ou d'une annulation d'élections, mais le président en exercice peut rester en place
jusqu'à ce que son successeur soit effectivement désigné dans les conditions légales. C'est écrit noir sur blanc dans notre Constitution. Donc c'est possible, de l'ordre d'un dialogue, qu'on puisse discuter de l'insertion des élections communales dans le chronogramme électoral, quitte à ce que, pourquoi pas, c'est envisageable. Je ne le dis pas parce que c'est quelque chose que nous voulons, mais pourquoi pas qu'on prolonge le mandat, que l'élection présidentielle qui devait se tenir le 11 octobre, ou plus tard en tout cas le 20 octobre, se tienne un mois plus tard ou un mois et demi plus tard. Beaucoup de pays ont connu ces records-là. Donc moi, je pense que la solution de sortie de crise, c'est le dialogue. Avec le dialogue, on trouve toujours le moyen de trouver la possibilité de rapprocher les positions entre les partis. Il y a une chose aussi que je voudrais indiquer, parce que il y a un discours récurrent de la mouvance présidentielle pour mettre en contradiction le consensus et la loi, en disant que l'opposition offre pour un consensus qui viole la loi. Ce n'est pas vrai. Toutes les dispositions contenues dans les accords politiques que nous avons signés ou que nous avons convenus mais qu'on n'a pas signés, aucune des dispositions ne contrevient à la loi. C'est parce que ce gouvernement ne respecte pas la Constitution, il viole constamment les lois de la République, que les dialogues politiques même sont nécessaires. Si le gouvernement respectait ses engagements, respectait la loi, respectait la Constitution, je vous assure, on n'aurait même pas besoin de dialogue politique. Et surtout, si les institutions constitutionnelles jouaient leur rôle, on n'aurait pas besoin de dialogue politique. Donc nous sommes dans une situation où c'est facile de s'en sortir, pour autant que ce gouvernement ait la volonté politique nécessaire pour préserver la paix civile dans ce pays et instaurer un minimum de démocratie au sein de nos institutions. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Aboubacar Silla, il est le porte-parole de l'opposition républicaine. On observe une courte pause. On se retrouve juste après avec notre invité. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Aboubacar Silla, porte-parole de l'opposition républicaine. On va prendre les questions, cette fois-ci posées par nos auditeurs. Il y a Monsieur Silla, cet auditeur qui vous demande « Que voulez-vous pour la Guinée? Est-ce que vous mesurez la portée de vos propos ?» C'est Ismaël Youssouf, sociologue depuis Kobaya. Je ne sais pas de quel propos il s'agit. Je ne sais pas si j'ai tenu ici des propos qui soient de nature à créer des problèmes quelconques à notre pays. Au contraire, nous nous battons pas pour nous-mêmes encore une fois. Vraiment, nous nous battons pour la démocratie, nous nous battons pour les générations futures, nous nous battons pour le bien-être des Guinéens. Et l'opposition est une institution indispensable à tout régime démocratique. Si maintenant certains Guinéens ne veulent plus de l'opposition, s'ils ne veulent plus du débat contradictoire, si certains Guinéens ne veulent plus de manifestations pacifiques dans notre pays, alors qu'ils initient un amendement à notre constitution, qu'on révise notre constitution, qu'on y extrait tous ces droits et toutes ces libertés. Et à ce moment, je crois qu'on sera dans un autre État qui ne sera pas une république démocratique. Je crois que nous, on diabolise souvent l'opposition. Chaque fois qu'on s'oppose au pouvoir en place, on dit que nous sommes des contre-Guinéens. C'est un langage qui est courant, qui est hérité de la Première République. Et ce n'est pas étonnant de la part de certaines personnes qui vivent toujours dans le passé. On a Aboubacar Kassé, le porte-parole de la police en ligne. Bonjour, monsieur Kassé. Allô, bonjour. Aboubacar. Alors, monsieur Kassé, pouvez-vous nous faire le bilan des manifestations de la journée d'hier? Au niveau de la police jusqu'à 18h, parmi les manifestants, on a enregistré au niveau police 6 cas de blessés et les 6 cas ont été admis à la clinique mère et enfant. Et parmi les 6 cas... Aboubacar, pour monsieur Silla. Sur la page Facebook, monsieur Cabinet JR Condé, monsieur Silla, jusqu'où vous êtes prêt à mettre dans la rue des enfants d'autrui que vous sacrifiez alors qu'on ne trouve aucun de vos enfants manifester dans ces manifestations? Et quand la ville est paralysée, qui sont ceux qui souffrent si ce ne sont pas vos militants? Écoutez, je crois que c'est aussi des propos récurrents pour dire qu'on met dans la rue les enfants des autres et on protège soigneusement ses propres enfants. D'abord, on ne met personne dans la rue. Ceux qui descendent dans la rue sont des citoyens qui décident eux-mêmes, à leur propre conscience, de manifester parce qu'ils se reconnaissent dans nos mots d'ordre, parce qu'ils ont le même souci de démocratie, de respect des droits de l'homme que les opposants que nous sommes. Nous ne forçons personne, nous ne mettons la pression sur personne, nous n'obligeons personne à descendre dans la rue. Les Guinéens, nous leur expliquons et ils comprennent où sont leurs intérêts et leurs droits. Et c'est de cette façon-là qu'ils manifestent à l'unisson avec la classe politique de l'opposition que nous sommes. D'autre part, pour ce qui concerne les enfants, personne ici n'a le droit d'obliger son enfant à participer à une manifestation. Moi, vous le savez, dans votre propre famille, j'ai des personnes qui militent au RPG Arc-en-Ciel.
Mais c'est pas pour ça que nous ne sommes pas d'accord. C'est pas pour ça que nous ne sommes pas de la même famille. Personne n'a le droit d'obliger ses enfants à descendre dans la rue. Si quelqu'un de la mouvance présidentielle le fait, alors nous, de l'opposition, ne le faisons pas. Si nos enfants estiment qu'ils se reconnaissent lorsqu'ils sont majeurs dans nos mots d'ordre de manifestation et qu'ils se sentent solidaires de nous et qu'ils descendent dans la rue, nous ne leur donnerons jamais de ne pas le faire. Ok, on va reprendre, M. Kassé. Oui, on vous écoute. Vous étiez en train de parler de ce bilan. Par rapport au bilan au niveau police, jusqu'hier à 18h, nous avons enregistré au niveau du PC installé à la direction générale de la police, 6 blessés au niveau des manifestants, dont 3 par balle. Il s'agit de Ousmane Baldé, âgé de 26 ans, agent commercial domicilié à Amdalaï, Abdul Baldé, 39 ans, chauffeur à Kaporo, Boubacar Diallo, 30 ans, un mécanicien domicilié à Amdalaï. Et d'autres, c'est suite à des jeux de pierre, 3 autres militants ou citoyens ou manifestants ont été blessés. C'est un jeune élève de 15 ans, Mamadou Bari, qui est à Koloma, Djouma Bari, 37 ans, marchand à Amdalaï, et Bouakarba, 24 ans, étudiant à Amdalaï. Mais il faut avouer aussi, au niveau police, 4 ont été blessés, dont un capitaine, le commandant actuel de la CNS de Yataya, un lieutenant, le lieutenant Aziz en service à la CNS numéro 1 et 2 brigadiers chefs, dont Ibrahima Sorik Kamara du commissariat central de Somphonia et le brigadier chef Siba Oscar Bilibogi de la CNS numéro 2. Dégâts matériels, c'est le véhicule de commandement de directeur central des unités d'intervention qui a été caillassé. Monsieur Kassé. Le pare-brise a été endommagé. Il s'agit d'une Toyota Land Cruiser de colonel Ansoumane Kamara. Les interpellations au niveau de Matam, pour un premier temps, on avait interpellé 15 citoyens, mais instruction a été donnée au commissaire central de vérifier la moralité de ces interpellations avant de procéder à un déferment. Donc sur les 15, 14 ont été effectivement auditionnés, mais qui ont bénéficié d'une relaxation pure et simple. Au niveau de Matoto, 6 individus ont été arrêtés. À Kaloum, c'est une personne, soit 8 personnes qui ont été arrêtées, qui sont aujourd'hui déférées devant les tribunaux de première instance de Conakry, de Mapanko et de Kaloum. Aboubakar. Vous avez certainement, vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu un jeune, un certain Souleymane Ba, qui a succombé après avoir reçu des projectiles, une balle en plein cœur. Oui, il s'agit de sources policières encore. Cela ne nous a pas été remonté, mais nous a appris qu'un jeune diplômé, Souleymane Ba, suite à un tir au niveau de Niassada, aurait trouvé la mort. Et on a instruit le commissaire central de la localité, c'est-à-dire de Rakouma, d'envoyer une équipe pour procéder à une enquête de voisinage pour essayer de situer les responsabilités. C'est sur les ondes, effectivement, les témoins à charge, nous avons écouté, donc ils vont se rendre sur les lieux pour procéder à une enquête de voisinage et essayer de situer les responsabilités. Et si cela est pour remonter cette information au niveau de la hiérarchie policière. Alors, les forces de maintien d'ordre sont accusées d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants hier. Qu'est-ce que vous répondez? Ce que je peux vous dire par rapport au comportement des agents dans le cadre du maintien du rétablissement de l'ordre, a priori, ils sont briefés, ils sont conseillés, des conseils sont donnés. Ce qui fait que si vous avez constaté sur le terrain, il y a la présence effective constante du directeur central des unités d'intervention. Il y a la présence effective de tous les commandants des unités, de tous les officiers des unités d'intervention sont sur le terrain. Avant d'aller sur le terrain,
les agents sont briefés. Il est formellement interdit à un agent d'avoir même un pistolet individuel sur lui. Avant même cela, c'est en montant qu'on retire les armes, on met dans les véhicules. Mais aujourd'hui, si dans le cadre du maintien de rétablissement de l'ordre, il est formellement interdit aux agents qui doivent aller en faction, en intervention, d'utiliser des armes ou d'avoir même en leur possession des armes. Il est formellement interdit. Donc, mais nous savons que de sources cliniques, les toits au niveau de mère et enfant, c'est suite à des tirs de balles. Mais qui a tiré? Point d'interrogation. Nous allons mener des enquêtes au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police. Nous allons recueillir les informations pour essayer de situer les restes. Mais a priori, sachez que les agents de police, les forces de l'ordre que nous sommes là dans le souci de maintenir l'ordre et la quiétude dans la cité. Nous ne sortons pas contre la population, nous ne sortons pas contre les manifestants. La manifestation, c'est un droit reconnu aux citoyens, c'est la Constitution en prend acte, mais il faudrait aussi savoir que nous gérons, c'est suite à des informations, des instructions que la hiérarchie nous donne, que nous agissons sur le terrain. Nous agissons par rapport à la psychologie de la foule sur le terrain. Et généralement, quand une manifestation est autorisée, nous prenons toutes les dispositions en la matière pour essayer de sécuriser les manifestants pour ne pas que d'autres, pour des intentions inavouées, plus les agresser. De la même manière, nous sécurisons aussi les autres citoyens qui vaguent à leur activité. Mais quand une manifestation, un mouvement n'est pas du tout reconnu, est interdit, alors là aussi nous définissons une stratégie, un dispositif de sécurité pour empêcher que la marche ait lieu. Et pour ce qui est du cas exprès d'hier, en tenant compte de beaucoup de facteurs, nous avons été instruits d'interdire les mouvements, d'interdire les marches, d'interdire les regroupements, de sécuriser les lieux stratégiques, de sécuriser les sièges des communes. C'est ce que nous avons eu à faire. Moi, je voudrais vous poser une question. Les armes, les mitrailleuses ou les kalash qu'on a vu hier avec des policiers, est-ce que c'est des balles en caoutchouc qu'on met dedans? Les revolvers qu'on a vus, est-ce que c'est des balles en caoutchouc? Est-ce que l'armée est dotée de ce genre d'armement? Aucun policier ne détenait une arme de guerre. Ah, nous on en a vu. Inscrits en faux. Non, écoutez, ils avaient en leur possession des grenades lacrymogènes. Non, nous on en a vu à Conakry. Écoutez, ils ont des grenades. Ah, peut-être que les armes qu'on a vues c'était des... C'est conventionnel au niveau du pays, au niveau de la CEDEAO, au niveau international. Dans le maintien, dans les interventions, dans le ministère de rétablissement, il est fortement interdit à un policier d'utiliser une arme de guerre. Je suis catégorique là-dessus. Personne ne me dira qu'il a vu un agent de police qui en possession d'une arme de guerre. Ça, je m'inscris en fou devant n'importe qui. Et donc, à nous donner les preuves suffisantes, et vous verrez ce que nous allons faire. Ça, Monsieur Kassé, je le confine. Aucun agent de force publique au niveau police ne pouvait détenir une arme de guerre dans le cadre d'une mission d'intervention de rétablissement de l'ordre. Peut-être que vous n'étiez pas à Conakry hier, Monsieur Kassé, ou peut-être que nous, nos lunettes ne nous permettent pas de voir clairement, mais je vous dis que des gens étaient hier avec des armes de guerre. Des revolvers. Je rappelle que nous avions en direct le commissaire Boubacar Kassé, qui est le porte-parole de la police, Diallo Tcherno, qui est depuis Ouanindara. Il se demande que, vu le manque de ce pouvoir à trouver solution au problème de l'opposition, vu son insouciance et vu que Alpha Condé n'est pas du tout présent au pays quand il y a des manifestations, pourquoi l'opposition continue à aller dans les rues de Conakry, M. Bokatsila? C'est une question à laquelle je crois avoir déjà répondu. Nous n'avons pas d'autre solution, encore une fois. Chaque fois qu'on a eu une opportunité de dialogue, nous nous y sommes engouffrés sans hésiter. Vous vous souvenez, avant qu'on reprenne nos dernières manifestations en janvier, par des meetings qu'on a tenus sur l'esplanade du stade du 28 septembre et à Bonfi,
On avait fait 18 mois sans manifestation. Depuis les élections législatives, depuis avant elles, depuis le mois de mai 2013, on a repris nos manifestations qu'en janvier 2015. Oui. Donc chaque fois qu'on a une opportunité de dialogue, chaque fois qu'on se retrouve dans un cadre de débat, comme ce qu'on a cru nous offrir l'Assemblée nationale, nous avons suspendu nos manifestations. Nous ne manifestons pas pour le plaisir. Les manifestations nous coûtent très cher en vies humaines, en blessures, en dégâts matériels. Donc moi, je voudrais simplement poser cette question au service de police. Si ce n'est pas eux qui tirent sur nos militants, nos sympathisants et nos manifestants, qui le fait alors? Ce sont nous-mêmes, ce sont des règlements de compte entre manifestants. On se tire entre nous des balles à partir d'armes de guerre. Il faut arrêter ça. C'est effectivement les chargés de maintien d'ordre qui tirent sur les militants. Vous-même, vous les avez vus. Tous les journalistes les ont vus hier. Donc on cherche de nier l'évidence. Ce qui est important, normalement, c'est lorsqu'il y a des bavures, si on peut les appeler ainsi. Or, on se demande si ce sont des bavures. On dirait que ce sont des personnes en service commandé, qui sont couvertes par leur hiérarchie. Sinon, lorsqu'il y a des bavures, on engage des enquêtes administratives pour situer les responsabilités. Et le cas échéant, on va jusqu'à des procédures judiciaires pour inculper les intéressés. Mais cela ne se passe jamais en Guinée. On a eu plus de 60 morts dans nos manifestations. Jamais un policier n'a été inspecté. Même une sanction administrative, même une simple suspension ne lui a pas été appliquée. Alors qu'on sait quelles sont les troupes, quelles sont les équipes qui sont chargées du maintien d'ordre à chacun des endroits où ces drames se produisent. Moi-même, vous le savez, en 2013, j'ai été victime d'une interpellation violente. Mon véhicule a été complètement endommagé par des policiers qu'on a vu prendre des cailloux et jeter sur mon véhicule pour casser les vitres et tout, pour nous extirper du véhicule. Les images, heureusement, ont été filmées par des journalistes guinéens qui ont mis ces images sur YouTube. Pendant 2 mois, ces images étaient disponibles. S'il y avait une volonté de punir les coupables, on nous les avait identifiés, c'était possible. Mais je crois que ce gouvernement, il ne veut pas poursuivre les policiers qui commettent ces actes-là, parce qu'il ne faut pas les décourager. Il faut au contraire continuer à les soutenir. Il faut leur garantir l'impunité pour que lors des manifestations suivantes, ils se montrent encore plus zélés que ça. Mais la crise que nous traversons aujourd'hui, il faut le dire, c'est de la responsabilité de qui? Cette crise n'était pas une fatalité. S'il y avait un minimum de dialogue, on aurait pu éviter toute cette crise. On aurait pu éviter ces blessés, ces morts, cette tension politique qui existe dans le pays depuis longtemps. Et le chronogramme de la discorde dont je parle, il a été élaboré par la CENI sur l'injonction de qui? C'est le président de la République. Et qui est responsable du fait que les élections communales n'aient pas été tenues jusqu'à maintenant? Quelle est la personne qui est la clé de voûte des institutions? Quelle est la personne qui a prêté serment de faire respecter scrupuleusement la Constitution après l'avoir elle-même respectée? Quelle est la personne qui est chargée de convocation du corps électoral? On dit souvent que c'est la CENI qui fixe la date des élections. Ce n'est pas vrai. La CENI fixe une date techniquement et politiquement faisable et la soumet au président de la République. Celui qui fixe la date des élections, c'est le président de la République. Celui qui est revêtu du mandat et qui dispose des prérogatives pour convoquer le corps électoral par décret. Si le président s'assoit, croise les bras pendant 4 ans, en sachant pertinemment que les élections communales devaient se tenir, que les mandats des élus locaux ont expiré depuis longtemps, c'est lui qui en endosse la responsabilité. Et ça, je crois qu'on ne le dit pas assez. On remet tout sur la CENI, on considère que c'est une fatalité. Le fait que les élections communales devaient être organisées depuis 5 ans, elles ne l'ont pas été, on considère que c'est le fait du hasard, mais il y a une personne qui a voulu que cela se passe ainsi. Et qui, à la place des délégations communales et des conseils communaux, a installé des délégations communales dans l'illégalité la plus totale, comme je le disais en début de votre émission. Donc il faudrait que le président de la République, au lieu de voyager à la veille des crises aiguës que connaît notre pays et jouer au Ponce Pilate, il faudrait qu'il s'implique personnellement pour qu'un vrai dialogue s'établisse entre les Guinéens, pour que les causes de cette crise-là soient trouvées. Nous considérons que les causes sont connues, mais qu'elles soient partagées et que ces causes trouvent des solutions pour que nous sortions de cette situation de détresse dans laquelle nous enfermons cette incompréhension et ce déficit de confiance entre la classe politique guinéenne et le pouvoir. Alpha Camara sur la page Facebook. Bonjour Monsieur Silla, puisque l'objectif de la marche d'hier était de dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Conakry. Pourquoi l'opposition n'a pas choisi d'aller au ministère de la Sécurité comme de considérer ça comme point d'arrivée pour exprimer cet état de fait au lieu de prendre d'assaut les communes de la capitale? Pourquoi n'attendez-vous pas le retour de Alpha Condé pour poursuivre vos manifestations? Écoutez, nous étions déjà dans un cycle de manifestation que nous avons annoncé dans notre déclaration du 6 mars 2015 et qui a été renforcée par la déclaration du 23 mars qu'ont signé les 3 anciens premiers ministres, leaders de l'opposition républicaine à Paris. Maintenant, il y a un événement qui s'est produit.
l'événement que vous connaissez. C'était cette insécurité qui était dirigée contre beaucoup de Guinéens, mais aussi contre ma personne, qui suis porte-parole de l'opposition républicaine. L'opposition donc a décidé d'ajouter à ce thème de manifestation la question de l'insécurité. Donc l'insécurité est venue s'ajouter à un thème qui était déjà débattu et qui était déjà publié, et dans le cadre du cycle de manifestation que nous avons décidé d'organiser. Nous manifestons ces jours-ci pourquoi? Mais nous manifestons parce que nous sommes contre le fraude électorale. Nous sommes contre ce chronogramme de la discorde. Nous sommes contre les élections truquées. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance qui a exercé dans le pays. Et dans cette mauvaise gouvernance, il y a évidemment l'insécurité et l'impunité qui nourrit cette insécurité et qui lui permet de prendre les envergures que nous connaissons aujourd'hui, de prendre l'envergure que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est pour ça. L'insécurité a été un élément de plus qui a été ajouté à nos thèmes traditionnels. C'est pour cette raison que nous avons donc manifesté et que dans le même temps, nous avons décidé de mettre en évidence l'illégalité, l'illégitimité des délégations spéciales en manifestant devant les mairies. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx. Aboubakar, c'est la porte-parole de l'opposition. Il ne nous reste plus qu'à vous demander le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, c'est de demander aux Guinéens toute obédience politique, de toute obédience politique, les Guinéens de toute sensibilité, de ne jamais oublier que la politique ne doit se ramener qu'à un débat d'idées. Nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes même pas encore moins des ennemis. Nous sommes des personnes qui pensons différemment le développement de notre pays, la réalisation de l'unité nationale, l'émergence de la Guinée pour le bien-être de tous les Guinéens. Nous ne devons pas nous comporter en ennemis irréductibles, bien au contraire. Les propos que je tiens ici, ce sont des propos d'un politicien, ce sont des propos qui émanent des citoyens, d'un patriote, qui pensent que pour que la Guinée se développe, il y a des voies et des moyens qu'il faut emprunter, à la différence d'autres qui pensent que pour ce même objectif, il faut utiliser des voies et des moyens différents. Donc je crois que les Guinéens doivent se rendre compte que nous sommes tous des frères et on ne doit pas accepter que des Guinéens meurent pour leurs idées, parce que ce sont des Guinéens qui meurent. Quand on voit ce qui se passe sur le terrain lorsqu'il y a des manifestations, quand on voit avec quelle violence les forces de l'ordre répriment les manifestants, on se demande s'il s'agit d'un débat d'idées, si on est en politique ou si on est en train de réagir contre des assassins ou des criminels ou des délinquants. Je crois que les Guinéens doivent se reprendre. L'adversité ne doit plus continuer à caractériser les rapports humains entre nous. Nous sommes, quelles que soient nos sensibilités, nous sommes tous des Guinéens, des citoyens guinéens, nous sommes condamnés, qu'on le veuille ou non, à vivre ensemble sur ce même territoire. Donc moi, l'appel que je peux lancer aux Guinéens, c'est cet appel à la paix, cet appel à la fraternité et à la solidarité. Aux autorités de ce pays, je dirais qu'aujourd'hui, ils sont en train d'inscrire des actes qui vont dans l'histoire de demain, soit les faire adouber, les faire considérer comme des patriotes qui ont œuvré au développement économique et social de leur pays, soit au contraire les faire passer pour des incendiaires, des personnes qui, en voulant s'accrocher au pouvoir par tous les moyens possibles, ont allumé le feu en République de Guinée. C'est ce que j'ai dit à la CENI. J'ai dit que la CENI n'a qu'à se rendre compte que les actes qu'elle pose aujourd'hui, ces actes-là vont déterminer l'avenir de la Guinée de demain. La Guinée de demain sera soit un État libre, démocratique, où il fait bon vivre, ou alors un pays sur les cendres duquel vont prospérer les inégalités, les incompréhensions. Donc je voudrais que tous les Guinéens se donnent la main. C'est cet appel que je peux lancer à la CENI, cet appel qu'elle doit faire en sorte d'inscrire son action dans la neutralité, dans l'impartialité, dans l'histoire positive de notre pays. Je vous remercie. Eh bien, aux Guinéens de se donner la main, de comprendre que la politique est un débat d'idées, qu'on ne doit pas accepter que des Guinéens meurent pour leurs idées et que l'adversité ne devrait plus caractériser les rapports humains. C'est le message que livre M. Aboubakar. C'est la porte-parole de l'opposition républicaine que nous avons reçue ce matin dans Œil de Lynx. À la technique, il y avait Sadou Kamara et Fatmata Binta Baldé, réalisation Tcherno Alpha Ibrahima. Ici, à l'animation, Aboubakar et Azokaba. Merci et bonne suite de programme sur nos antennes. Un débat équilibré dans les règles de l'art, c'est dans Œil de Lynx sur Lynx FM. Vous voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de Lynx. Une opposition